Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on se concentre. Le verre allait dans le verre vert et non vers la chaussure de verre gris argenté. Un son, le son vert, et pas moins de 5 orthographes dans cette petite phrase. On conçoit que pour certains enfants, l'orthographe puisse devenir un cauchemar. On en parle avec Monique Touzin, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme télé en l'occurrence et programme d'histoire avec la diffusion sur Arte jeudi soir du documentaire Charlotte Salomon, La jeune fille et la vie. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, retour sur l'exploit de cet adolescent de 13 ans qui a battu Tetris. Et oui, on peut battre Tetris, pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Rendez-vous enfin avec le cours particulier de Marie-Olivier à la découverte des écoles Être pour école de la transition écologique. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Allez, je vous ai coincé avec les verres et tout ça. Prenez une feuille maintenant, prenez un stylo et concentrez-vous. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guêpier. Voilà, vous pouvez poser le stylo et je vous félicite si vous n'avez pas fait de faute dans cet extrait de la célèbre dictée de Mérimée. Je l'ai trouvé dans le livre Sans idée. Brandon qui d'ores et déjà rentre. Hein. Vous ne faites pas de faute, vois ça. Si, mais je veux dire... Hein, on y va. Alors, les cuisseaux de veau, ça s'écrit comment? De quoi? Je n'avais pas prévu cuisseau. Non, pas veau. Je donne ma langue au chat, là. D'accord. Alors, c'est E-A-U-X et les cuisseaux de chevreuil, c'est 2 S-O-T-S. C'est un des pièges les plus connus du début de la dictée de Mérimée. Je l'ai trouvé dans ce livre, Sans idée, pour venir en aide aux élèves dysorthographiques. Il vient de sortir aux éditions Tom Pouce sous la plume de Monique Touzin. Bonjour Monique. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes orthophoniste, formatrice d'orthophonistes, de professionnels de santé et de professionnels de l'éducation nationale en matière de troubles des apprentissages. J'ai pas juste choisi la dictée de Mérimée pour en sourire ou pour vérifier que Brandon connaissait la différence entre les cuisseaux E-A-U-X et O-T-S. Je l'ai choisi pour illustrer ce premier fait que vous racontez dans le livre, qui est que la langue française, elle est parmi les plus complexes. C'est ce qu'on appelle une langue opaque. C'est une langue opaque au niveau de l'écrit, hein, pas au niveau de l'oral. C'est la deuxième langue la plus compliquée pour accéder au langage écrit. On a les Anglais. Ouais. Les Anglais qui sont devant. Alors on parle des langues en caractère oui, alphabétique. Les on Anglais, parle pas des idéogrammes. Oui. Non, c'est encore plus difficile que le français. Mais le français, c'est compliqué parce qu'on a un nombre de lettres qui ne correspond pas au nombre de sons. Donc il n'y a pas un lien univoque entre un son, je sais comment ça s'écrit. L'exemple que vous donnez pour écrire le O, en français, il y a plein de façons de faire. Il y a plein de façons de faire. Absolument. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une langue opaque, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce lien direct entre ce que j'entends et puis je sais l'écrire. Comme les langues italiennes ou comme les langues espagnoles, là c'est facile, c'est assez carré. Les Scandinaves, je crois aussi, non? C'est ça? On écrit tout ce qu'on entend. Voilà, il faut écrire tout ce qu'on entend et il n'y a pas des choses qui sont écrites qui ne s'entendent pas. C'est ça. Alors qu'en français, il y a plusieurs façons d'écrire ce qu'on entend. Et en plus, dans l'orthographe, on a mis des tas de lettres qu'on n'entend pas. Voilà. Et puis, sans parler des exceptions cauchemardesques comme monsieur, qui s'entend le M-O-N s'entend me, alors que ça se prononce théoriquement mon. C'est comme oignon. Voilà. Oignon, monsieur, c'est vrai que c'est... Sauf que depuis la réforme de l'orthographe, on en parlera après, la réforme de l'orthographe. La structure de la langue, elle se fige à la fin du XVIIe siècle, sous la pression, on l'avait déjà raconté dans l'émission d'ailleurs, des typographes, avec le développement de l'imprimerie. Ils demandent des normes à un moment donné, ils disent on en a marre, là, il faut que vous nous fixiez tout ça. Et elle bouge très peu depuis. Oui, la langue, elle a beaucoup évolué quand même pendant toute une période. Et après, elle évolue moins sur le plan de la structure même de la langue. Mais on sait bien, parce qu'on a vu tous les combats pour rectifier l'orthographe, que la langue bouge quand même et qu'il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on accepte maintenant sur le plan de l'orthographe, qu'on n'acceptait peut-être pas avant, quitte à mettre sous le tapis certaines racines orthographiques qui ont un sens. Et que donc, on essaye, comme dans le monsieur, c'est monsieur. C'est ça. C'était quand même, ça a une valeur. Dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, mais on peut l'écrire maintenant phonétiquement. Des réformes auxquelles, j'allais dire, le pays tout entier résiste. La plus importante récemment, c'était 1990. Il a fallu attendre 20 ans pour qu'une circulaire de l'Éducation nationale dise maintenant on va appliquer cette réforme. Et en fait, on ne l'applique toujours pas. C'est compliqué parce que effectivement, la réforme de l'orthographe, elle est de 1992. Et en fait, c'est pas
passer dans les manuels scolaires en 2022, avec l'idée Oui, que... donc quand j'ai dit 20 ans, c'est 30. Il faut, 32 même. il faut réimprimer tous ouais, les c'est livres ça. scolaires. Et puis, c'est vrai qu'il y a une forte opposition à changer la langue écrite. C'est un combat, il y a les défenseurs de la langue pure telle qu'elle est, inscrite, écrite, il faut la Avec tout un garder dans le substrat marbre. autour de Et l'identité tous ceux- française. Absolument. bien sûr. Tous ceux qui se disent, ça évolue, c'est trop compliqué, on n'est pas bon en orthographe en C'est ça. France, simplifions l'orthographe. Et puis c'est une langue remplie d'emprunts Bien à sûr. des langues étrangères. Des Il y a langues pas, étrangères aussi, oui. elle n'est pas figée. C'est la compétence, la capacité à lire, la capacité à écrire, c'est la compétence qui entraîne toutes les autres. Parce que on pose les bases, on va en avoir besoin partout. C'est pour ça que c'est aussi grave quand on ne la maîtrise pas correctement. C'est compliqué déjà de ne pas savoir lire. Actuellement, dans notre société, c'est juste pas possible de ne pas savoir lire. Hein. Vous allez au supermarché, vous voyez des gens en difficulté pour lire les étiquettes, les écrans de caisse automatiques. Voilà. Donc, lire, c'est indispensable. Écrire, c'est aussi, bon, ça va un peu avec, mais c'est faire un CV bourré de fautes d'orthographe, c'est pas en votre faveur. Je veux dire, ça joue aussi sur le statut social, Sur l'image et l'image sociale. Donc, c'est pour ça que c'est assez important quand même de développer l'orthographe. Et... On va en parler. Je vais vous poser la question dans quelques secondes de savoir si d'ailleurs lire beaucoup, ça aide à avoir une orthographe correcte. Il était une fois, avec un S, une marchande de foie. Foie, la ville de Foix. Attends, un marchand de foie avec quoi? De quoi? Le foie qu'on mange. Au IE. Mais oui, qui vendait du foie au IE Oui. dans la ville de Foix, X. avec une majuscule. Oh, ben oui. Attends. Elle se dit ma foi, Oui. sans S. Oui. C'est la dernière fois IS. que je vends du foie. E. Dans la ville de Foix. X. Quand on vous dit qu'elle est opaque, la langue française, heureusement, on a des élèves comme Mornon qui sont absolument extraordinaires. Monique, on se retrouve après l'anti-sèche. Oui, il est très bon. Mondon, rebonjour. L'anti-sèche aujourd'hui, c'est à l'occasion de la diffusion sur Arte jeudi soir d'un documentaire intitulé Charlotte Salomon, la jeune fille et la vie. Vous avez décidé de revenir sur l'histoire de cette peintre allemande, pas très connue. Pas très connu, totalement méconnu d'ailleurs en France, pour notamment le grand public. Hein. D'ailleurs, c'était paradoxal parce que Charlotte Salomon est au programme scolaire depuis 2017. Dans les collèges et les lycées, on étudie en histoire et histoire de l'art en troisième, en seconde, en première et en terminale. Elle est pourtant totalement inconnue. J'ai fait le test autour de moi. C'est vrai que pas grand monde connaît cet artiste. 2017, c'était pour son centenaire, en fait. Oui, exactement. C'est pour ça. Elle est rentrée grâce à une association qui s'est battue, notamment association franco-allemande, qui s'est battue pour faire entrer Charlotte Salomon dans les programmes scolaires. Donc, née le 16 avril 1917 à Berlin dans une famille juive aisée. Après l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933, les lois antisémites débutent et mettent en danger la communauté juive berlinoise. Et évidemment, dont fait partie la famille de Charlotte. Sa passion pour la peinture, elle, naît lors d'un séjour avec ses grands-parents. Elle part pour l'Italie durant 15 jours et là elle découvre les fresques de la chapelle Sixtine à Rome de Michel-Ange, évidemment ce plafond absolument magnifique, une passion qui s'accentue notamment grâce à l'attention que lui porte le professeur de sa belle-mère. Il lui dit: tu as du talent, il faut continuer, il faut y aller, il faut sans arrêt continuer à peindre. Elle ne croyait pas du tout en elle, notamment avec sa famille, et malgré les lois raciales, elle parvient quand même à entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Elle est d'ailleurs la dernière étudiante juive à y être admise. Elle y reste jusqu'en 1938. Un an plus tard, à la suite de l'arrestation de son père, Charlotte décide de quitter l'Allemagne pour rejoindre ses grands-parents maternels qui sont exilés sur la côte d'Azur à Villefranche-sur-Mer. Et là, elle suit le conseil peindre. Et qu'est-ce qu'elle peint? Sa vie, finalement, dans le Midi, pendant cet exil. Effectivement, beaucoup de peintures, surtout des gouaches. C'est son style qu'on reconnaît, évidemment, entre mille. Et c'est surtout grâce à une riche veuve américaine qu'elle retrouve d'ailleurs ses grands-parents maternels. La femme qui l'accueille s'appelle Ottilie Moore et elle croit dur comme fer au talent de la jeune artiste. Et c'est cette femme attentionnée qui met tout à sa disposition pour qu'elle exerce son art dans les meilleures conditions. Après la mort de sa grand-mère, elle apprend un terrible secret de famille. Elle appartient à une lignée de suicidés. 4 personnes de sa famille se sont suicidées. Évidemment, c'est pour exorciser ces démons qui la hantent. Elle peint énormément. Entre 1940 et 1942, 18 mois, elle peint 1300 gouaches et elles sont absolument magnifiques. Hein. Ces peintures, c'est pas juste un premier détail et de l'esquisse. Et c'est évidemment sa vie personnelle. Parmi elles, on peut citer notamment Nuit de cristal, cette nuit connue 9 au 10 novembre 1938 où se déroulent des pogroms anti-juifs extrêmement violents en
Autriche et en Allemagne. Et ce soir-là, on voit cette peinture, Charlotte est chez elle, et cette peinture extrêmement expressive avec sa technique de bande dessinée, elle montre la foule qui se précipite sur les commerces juifs. Autre travaux important, très connu de Charlotte Salomon, on voit ses chemises brunes dans les rues de Berlin le 30 janvier 1933, et puis l'omniprésence de ce drapeau nazi. Elle mène une vie aussi heureuse que possible sous l'occupation, mais elle est en zone libre, sauf qu'en 1943, la zone libre ne l'est plus. Les Allemands franchissent la ligne de démarcation, et là, tout s'accélère pour elle. Depuis fin 1942, Charlotte a rejoint son grand-père à Nice. Elle n'a pas caché sa judéité lors de son mariage quelques semaines plus tôt. Résultat, elle était dénoncée aux Allemands. Elle est déportée à Auschwitz-Birkenau alors qu'elle attend un enfant, et elle est gazée dès son arrivée le 10 octobre 1943. Quelques semaines plus tôt, quand même, elle croit à la fin de sa vie, et elle se sent vraiment en danger. Et là, elle va donner des cartons entiers, des dizaines de cartons à un homme, à un médecin. Elle lui dit « Prenez-en soin, c'est toute ma vie, ce sont toutes ces gouaches ». Et c'est grâce à cet homme que l'œuvre de Charlotte Salomon est parvenue jusqu'à nous. Il y avait Charlotte de David Fonkinos. Que les lycéens ont connu, parce que vous dites méconnu, mais ça, ils l'ont lu. Oui, c'est vrai. Ils l'ont même aimé. Effectivement, en 2014, et puis prix Goncourt des lycéens, et prix Renaudot aussi. Et là, on a ce documentaire absolument magistral. Vraiment, j'ai vu beaucoup de documentaires sur Arte, c'est toujours une réussite. Et là, on en apprend beaucoup sur Charlotte Salomon, et surtout sur le contexte, qui est rarement aussi explicite. Et là, donc, c'est une œuvre magistrale à découvrir ce jeudi soir à 23h15 sur Arte. Et puisque c'est magnifique, on cite le nom des autrices Muriel et Delphine Coulin. Oui. Voilà, exactement. Merci, bon, on se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Vous entraînez au Tetris? Oui, je m'entraîne. Grand oral. Suite de notre émission sur 100 idées pour venir en aide aux élèves dysorthographiques. C'est une deuxième édition, c'est vrai que vous avez un petit plus après les 100 idées. Il y en a plus, il y en a 110, je les ai comptés. Monique Touzin, je vous demandais juste avant cet anti-sèche, est-ce que le fait de lire beaucoup, par exemple, ça peut aider? Est-ce que dans toutes les compétences qu'on mobilise pour avoir une orthographe correcte, cette imprégnation, ça marche? Alors là, lecture et orthographe, on est dans le langage écrit, donc forcément il y a des liens entre les deux. Au début, c'est sûr que l'enfant, on dit que quand l'enfant voit en CP, fin de CP, il voit 4 ou 5 fois un mot écrit dans sa lecture, il le reconnaît déjà. Alors après, c'est pas parce que vous lisez que vous savez orthographier. Et qu'on peut reproduire si ensuite. je vous donne le mot chrysanthème qui est écrit, vous allez le lire, et maintenant je vous demande... Facile. Mais il est trop bon. K-R-I-Z-A. On peut essayer avec échymose. Ouais. Ah, je ne sais jamais s'il y a un ou deux C, moi. Voilà. Il y a un Y et un M-O-S-E. Oui, il y a 2 C, Deux C, il y a voilà. le Y, Oui. c'est ça. Et pourtant, quand on lit, on n'a Avec un pas de H entre difficulté. les deux. Voilà. Donc on voit bien que c'est pas aussi simple. Non, c'est clairement pas simple. Dans toutes ces compétences qu'on mobilise, il y a quoi? Donc il y a la mémoire. Alors il y a de la mémoire, Ouais. il y a de l'attention. Bien sûr, Il faut faire savoir se attention à chaque concentrer. lettre. Pour Ouais. l'orthographe, c'est à une lettre près quand même. En lecture, c'est pas une lettre près. C'est ça. On peut deviner sur... voilà, mais en orthographe, c'est à une lettre près. Donc il y a la mémoire, il y a l'attention, puis il y a toutes les compétences de langage oral. Parce qu'on a dit la difficulté, comme on n'a pas une langue transparente, ça veut dire qu'il y a des racines de mots. Donc il faut avoir quand même un lexique qui nous permette de retrouver. Par exemple, dans doigt, il y a un G et un T. Le G, parce que c'est digital, et le T, parce que c'est doigté. Mais si on ne connaît pas les racines, on peut pas se rendre compte. On se perd rapidement. Les difficultés d'orthographe, à partir de quel âge on commence à les constater? Parce qu'on sait très bien qu'un tout petit enfant va faire des fautes, c'est Oui, absolument naturel. oui, vu la À difficulté. quel moment on commence à dire il y a un problème? En CP, il apprend essentiellement à lire et à transcrire phonétiquement. C'est-à-dire que il écrit échymose comme vous avec un C, un K. Et puis après, peu à peu, quand même, il s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il faut apprendre. Donc, ce sera pas en CE1, il commence à avoir un peu de lexique sur les mots simples, les mots invariables, les mots faciles et tout ça qu'il utilise le plus souvent. L'orthographe, ça s'apprend un peu toute la vie, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'après, vous avez du lexique qui est plus professionnel. Ouais. Mais vous, à quel moment, puisque vous êtes orthophoniste, vous avez vu défiler des enfants, alors, pas du tout uniquement pour ces raisons-là dans votre cabinet, mais certains sont venus pour ces raisons-là. Il y a des âges, j'imagine, où vous dites aux parents, attendez, on va se revoir dans 1 ou 2 ans parce que... Oui, alors généralement, c'est pas isolé une dysorthographie, c'est très rarement isolé. Beaucoup de dyslexie On voit, avec. c'est que les enfants, on les a suivis pour leur apprendre à lire, C'est ça. ils n'arrivent pas à traiter le son des mots, donc ils ont des confusions quand ils lisent, et quand ils écrivent, c'est pareil, ils vont confondre les sons qui se ressemblent, ils vont être embarrassés par toutes ces graphies. Combien il y a de façons d'écrire le son 1 ?
Comment on peut savoir lequel Oui, pain je il prenais faut... l'exemple en tout début d'émission sur verre. Voilà, c'est ça. Alors verre, c'est des mots. C'est complexe. Pareil. Vous avez raison. Par exemple, dans peinture, pourquoi ça s'écrit pas le même que dans lapin? Oui, c'est ça. Ça s'écrit pas pareil, quoi. Ouais. Donc après, il y a une difficulté et l'orthographe. Il y a des enfants qui sont bons tout de suite en orthographe. Il y a des mauvais orthographieurs qui le resteront sans être pour autant dysorthographiques au sens de la pathologie dont on parle. Et puis, il faut compter le primaire pour apprendre un petit peu tout ça. Dans les socles d'un apprentissage réussi de l'orthographe, il y en a plusieurs, mais il y a notamment la conscience phonologique. Et ça, on en entend parler régulièrement. Les ministres aiment bien parler conscience phonologique quand ils font des plans d'ailleurs sur le sujet. Voilà. C'est quoi? La conscience phonologique, c'est d'ailleurs au programme de la maternelle. C'est de savoir, par exemple, si je vous dis le mot train, il y a combien de sons dans train. Donc je fais le ratio, le rapport entre les syllabes. Alors, on va demander... Brandon, c'est mon élève, meilleur que moi. Combien il y a de sons dans train? 2. Moi, j'en mets 3. Il y en a 3. Ah oui? T-R-1. Alors, on dit train. C'est ce que vous avez articulé. Te, re et un. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y en a 40 dans des mots. Oui, pardon, j'aurais pas aimé être ton prof. Bien sûr. Et après, ce qu'on appelle conscience phonologique, c'est de pouvoir couper comme ça. Alors, vous avez raison, le petit, à 4 ans, il coupe en syllabes. C'est ça. Parce que la syllabe, c'est l'unité articulatoire. Voilà. Train, c'est une syllabe, on ouvre la bouche qu'une fois. Train. Donc vous n'êtes pas encore tout à fait un petit de 4 ans, mais pas encore un grand de 11 ans. Et voilà. Vous avez passé 4 ans. Et après, c'est de pouvoir manipuler les sons. Par exemple, si je vous dis dans train, on remplace le te par un pe, qu'est-ce que ça fait? Train. Voilà. Et tout ça, c'est très utile pour pouvoir en Heureusement que je vous ai laissé répondre, j'allais dire pain. Donc ça aurait fait. À nous deux, on va y arriver. Dans les exercices qui très vite peuvent devenir un cauchemar à l'école, il y a la dictée, on en fait beaucoup. Il y a plusieurs formes de dictée. Vous dites que certaines sont peut-être plus malignes que d'autres pour aider les enfants qui ont des difficultés. Il y a des dictées. D'abord, il y a des dictées que les enfants apprennent. Donc ils apprennent, voilà, et ils réécrivent. Il y a des dictées à trous. Les dictées à trous, c'est-à-dire qu'il manque qu'un seul mot dans la phrase. Donc déjà, l'enfant, il faut qu'il arrive à segmenter correctement les mots, parce que l'autre difficulté, c'est que quand on parle, c'est une chaîne ininterrompue. On ne sait pas combien il y a. On parle comme on écrivait d'ailleurs avant qu'on commence à séparer les mots. Oui, heureusement que les typographes nous ont dit c'est le bazar, il faut couper les mots. Donc oui, il y a plusieurs formes de dictée, et puis c'est surtout la façon dont on apprend les mots. Parce qu'on dit il faut recopier. Moi, j'ai vu des enfants qui recopiaient les mots. En fait, ils recopient toutes les premières lettres, puis toutes les deuxième lettres, puis toutes les troisième lettres. Mais ça ne sert à rien parce que, en fait, il faut avoir le mot en entier pour pouvoir. C'est la séquence, l'automatisation de toutes ces séquences de lettres qui est importante. Monique Touzin, orthophoniste, autrice de 100 idées pour venir en aide aux élèves dysorthographiques. 2e édition revue et augmentée, ça vient de sortir, c'est chez Tom Pouce. On la retrouve juste après la récré. Brandon, notre récré aujourd'hui nous fait replonger en enfance. Alors, en ce qui me concerne, ça n'existait pas quand j'étais enfant. Oui, voilà, tard. Enfin, c'est votre façon de me traiter de vieux. Ouais, je devais avoir une vingtaine d'années. C'est un exploit historique réalisé par un ado de 13 ans autour du jeu Tetris. Oui, vous avez déjà joué ou pas Tetris? Oui, grave. Vous aussi? Moi, je jouais sur une Game Boy, moi. Ah bah oui, Game Boy, oui. On jouait beaucoup sur la Game Boy à l'époque. Pour la première fois dans l'histoire du jeu Tetris, un joueur a enfin réussi à battre la machine. C'est une grande première. Alors pour rappel, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le principe, très peu. En général, tout le monde connaît, même Game Boy, les plus jeunes. Alors c'est un jeu vidéo qui a été créé en 1984 par un ingénieur russe pour les investigations du pouvoir en place à l'époque. Et le but est très simple. On fait des lignes avec des briques le plus rapidement possible. Il est devenu un grand classique, évidemment, des grands jeux vidéo aux côtés de Pong, Space Invader ou Pac-Man. Et là, on a un jeune Américain de 13 ans. Je ne le connaissais pas, mais il est très connu dans le monde des jeux vidéo. Il s'appelle Blue Scooty. C'est un jeune prodige de Tetris et il a réussi à battre le jeu. Ce n'est jamais arrivé jusque-là, jusqu'à il y a quelques semaines. C'était surtout l'intelligence artificielle qui réussissait. Et là, 40 ans après sa sortie, il réussit enfin à battre la machine. Quand on dit battre, en fait, c'est que normalement, comme ça tombe de plus en plus vite au fur et à mesure du jeu. Il y a un moment, on n'y arrive plus. Oui, en fait, il crache le jeu. Et donc, le jeu lui a été tellement loin que le jeu s'est arrêté en disant attends, j'ai plus rien à te proposer. Effectivement, et c'était pour la demi-finale de la Coupe du Monde, le classique Tetris, en fait, qui est la plus grande compétition du jeu. Alors, en fait, il a craché le jeu et je vous propose de regarder un moment, l'exploit magnifique de ce jeune homme et avec l'instant émotion qui suit. Regardez.
Vous avez remarqué, il joue sur la console NES et non la Game Boy, hein, donc c'est assez extraordinaire. Mais 100 000 personnes le regardent en direct. C'est cardiaque ce garçon. Hein. Mais absolument incroyable. Et en fait, vous savez comment il gagne? Parce que aujourd'hui on peut, mais en fait 10 ans plus tôt il ne pourrait pas. Depuis 2021, il y a les grands gamers qui utilisent une technique, c'est le rolling. Le rolling. Et en fait, alors on peut jouer à n'importe quel jeu avec ça. On tape avec les doigts d'une main sur la machine avant même que la ligne arrive. Et avec l'autre partie avec l'autre main, on appuie sur le bouton. En fait, on anticipe le résultat et comme ça, on peut faire des lignes beaucoup plus rapidement. Ah oui, ça c'est le truc quand on tape, c'est qui permet que ça tombe à toute berzingue. Exactement. C'est-à-dire j'ai la bonne brique. Exactement. Et donc eux, ils tapent, ils disent j'ai la bonne brique et après ils choisissent la bonne brique. Exactement. Et avec tous les jeux, on peut faire ça. Beaucoup de gamers comme ça fonctionne. Et sans ça, il n'aurait pas pu gagner. Et donc il a dédié sa victoire à son papa qui est décédé une semaine plus tôt. Alors peut-être que on pourra, c'est ce que disent les spécialistes, développer et battre des records pour les autres grands jeux classiques de l'histoire du jeu vidéo. Merci beaucoup. Bonne partie de Tetris, ça décourage un peu le suivant quand même. Oui, voilà. Grand oral, Monique Touzin. En langue française, un mot monosyllabique possède en moyenne 3,67 possibilités différentes d'écriture, mais dont une seule est admise. Ce qui illustrait par exemple la petite comptine sur la ville de Foix que je vous ai récitée au début de cette émission. On parle de l'orthographe et de ses complexités avec Monique Touzin autour de 100 idées pour venir en aide aux élèves dysorthographiques. On a beaucoup dit, Monique, en France, vous l'avez vaguement rappelé en début d'émission, le niveau baisse en dictée, etc. Et ça, c'est vrai. Mais si on regarde dans le détail, c'est surtout l'orthographe grammaticale qui va moins bien. L'orthographe grammaticale, ça nécessite quand même de bien connaître la langue orale. C'est ça. C'est justifié les accords quand même. Hein. Mais donc il faut il faut aussi connaître la grammaire. Il faut connaître les règles. C'est ça. Et ce qu'on apprend souvent aux enfants sont les exceptions à la règle. Sauf qu'ils oublient l'exception de quelle règle? C'est ballot. Eh ben c'est ballot parce qu'ils connaissent que les exceptions, c'est-à-dire les moindres mots qui s'écrivent de cette façon-là. Par exemple, les OUX, tout le monde connaît les hibou, caillou, chou, genou, joue, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on met quand il n'y a pas de quand il y a pas de X? Donc ils savent que c'est un X et quand on leur dit alors s'il n'y a pas le X, ce qui est quand même la plupart des mots. Oui, puisque c'est les exceptions. Et donc ils savent pas. Donc il y a un apprentissage qui doit être conscientisé de la langue, c'est-à-dire je connais des règles, j'applique les règles. Et puis, alors, là où on réussit le mieux, quand même, c'est quand il y a les, on met le S à la fin du nom qui est derrière. Sauf que, on voit même les adultes, quand ils écrivent des courriers, et ils les timbrent, ils mettent un S. Ils mettent un S parce qu'il y a plusieurs timbres. C'est surtout qu'il y a les devant et ils pensent que c'est un nom, alors que là c'est un verbe et donc ça s'accorde comme un verbe. Voilà, il y a plein de subtilités. Mais ça, c'est des fautes de concentration, j'allais dire, parce que celle que vous venez de décrire, par exemple, quelqu'un qui connaît la règle va vous dire oui, je suis bête, je suis allé trop vite. Oui, on parlait de l'attention tout à l'heure pour l'orthographe. Là, c'est la seule chose qu'on ne peut pas automatiser, c'est ça. Parce qu'il faut être dedans à chaque fois et raisonner à chaque fois. C'est pas comme dans Tetris, on peut pas faire. Et non, on peut pas faire plus. On peut pas faire le. Mais on peut anticiper quand même. Oui, le rolling. On peut pas faire trop de rolling. Il y a un point que je n'ai pas mentionné, on peut le mentionner très très vite, mais je l'ai lu dans votre livre quand même. On n'oublie pas quand on a un doute sur les capacités de lecture ou d'orthographe de son enfant, de regarder la vision. Voilà, parce que parfois c'est juste un problème de. Il faut des lunettes. Alors ça, c'est surtout chez le petit. Voilà. Non, mais je le dis parce que. Oui, il faut vérifier. Ça va sans dire, mais ça va mieux. Ça va mieux en le disant. Il y a plein de stratégies pour essayer d'être bon en orthographe. Ça veut dire qu'il y a plein de stratégies pour s'améliorer. Vous, quand vous avez affaire à des enfants, alors vous n'êtes pas professeur, vous êtes orthophoniste, donc vous intervenez sur une partie spécifique du problème. On intervient sur des enfants qui ont une vraie pathologie neurodéveloppementale sur la lecture et sur l'orthographe. Donc mon enfant a une mauvaise note en dictée, mais pas de pathologie, c'est pas la peine de l'envoyer chez l'orthophoniste. C'est le boulot des profs. Voilà, il faut faire de l'enseignement. Oui. Voilà. Bonne nouvelle, on peut rééduquer un enfant dysorthographique. Mauvaise nouvelle, ça risque malgré tout de le poursuivre toute sa vie. Oui, c'est ça. Alors après, c'est vrai qu'on a des adultes dysorthographiques. Ils se marient à leur secrétaire ou à l'orthophoniste pour avoir quelqu'un de support qui connaisse la bonne orthographe. Maintenant, s'ils ne veulent pas se marier, ils peuvent se marier avec leur smartphone, non? Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. Leur logiciel de traitement de texte. Voilà, il y a beaucoup d'aides quand même aujourd'hui. Vous recommandez de les utiliser, vous? Oui, il y a beaucoup d'aides informatiques. Il y a les correcteurs d'orthographe pour ceux qui ne sont pas complètement dysorthographiques, parce que le correcteur d'orthographe, il faut quand même qu'il reconnaisse un peu le mot. Et il y a des exemples dans le bouquin d'enfants qui écrivent les mots de façon tellement erronée qu'on ne sait même pas ce qu'ils ont écrit. Donc le correcteur non plus. Il y a aussi de très mauvais correcteurs d'orthographe, je ne citerai pas les noms. Non. Oh là là, pour tester, pour utiliser plusieurs traitements de texte. Et il y a, pour ceux qui vraiment sont très très en difficulté, la dictée vocale.
C'est-à-dire que là, on dicte à l'ordinateur et maintenant, les logiciels sont suffisamment performants pour qu'ils transcrivent ce qu'on a dicté. Mais il faut que l'enfant soit bon à l'oral pour dicter, parce qu'il faut parler quand même. Et oui, bien sûr. Un mot encore sur l'écriture inclusive. Alors souvent, les débats sur l'écriture inclusive sont des débats autour des valeurs, autour de... on dit c'est woke, etc., etc. Vous, non, vous avez quand même un argument qui est un argument lié au neurodéveloppement. Vous dites que c'est déjà assez compliqué comme ça. C'est compliqué. Moi qui ai rééduqué des dizaines, des centaines d'enfants avec des troubles de la lecture, déjà qu'il y a des lettres qu'on entend, qu'il faut lire différemment selon comment c'est écrit. Si en plus on va mettre un point. Et après on met des points, alors des points, ils ne sont pas vraiment des points, en plus il faut les mettre au milieu. Après DS, des fois, voilà, ça rallonge le mot, les enfants qui ont du mal, en fait c'est une catastrophe, ils n'y arrivent pas. Ça va être compliqué pour eux. On revient un petit peu dessus, sur cette écriture inclusive. Notamment sur le point médian et sur toutes ces choses-là pour les raisons que vous dites. Parce que ça n'empêche pas d'avoir une écriture inclusive en utilisant des mots épicènes ou en... Bien sûr. Il y a plein de façons d'être inclusif sans utiliser le point médian et sans troubler les enfants. Monique, merci beaucoup. On va partir à la visite d'un réseau d'écoles qui forment à des métiers de la transition écologique. Vous restez avec nous. Bien sûr. Avec Marie-Olivier, c'est dans son cours particulier. Brandon, merci beaucoup. Je vous laisse. Tetris, c'est plié, mais vous pouvez attaquer Pac-Man. Voilà, Pac-Man, au Space Invader. On vous laisse. Marie-Olivier. Notre rendez-vous, comme chaque semaine, avec Marie-Olivier pour son cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, on reste en France. On ne va pas découvrir des systèmes pédagogiques extraordinaires à l'étranger. Et on part à la rencontre des écoles être. Ça s'écrit comme le verbe être, il faut préciser, et non pas comme l'arbre, n'est-ce pas, Il aurait pu y avoir d'autres possibilités. Et c'est un réseau d'écoles qui forment à des métiers dans le cadre de la transition écologique. Exactement. Les écoles être, ça veut dire école de la transition écologique, tout simplement. C'est un réseau d'une vingtaine d'écoles en France aujourd'hui qui accompagne des jeunes de 16 à 25 ans en leur offrant des formations qui sont gratuites, pratiques et manuelles autour des métiers, je cite, verts et verdissants. D'accord, et donc des métiers qui contribuent à la transition écologique. Exactement, les métiers verts concernent plutôt la protection, la surveillance ou l'analyse de la nature, et les métiers verdissants, ce sont plutôt les métiers qui se réinventent face aux enjeux climatiques, par exemple comme la menuiserie avec l'éco-construction. Pour des jeunes de 16 à 25 ans, profil ? Alors, 80% des jeunes de ces écoles sont eux-mêmes en transition. Pour faire simple, ils sont décrocheurs, comme on dit, en rupture de parcours. En fait, le réseau des écoles être part du constat que 100 000 jeunes par an sortent du système scolaire sans diplôme, alors que dans les 30 prochaines années, 1 million d'emplois vont être créés dans le domaine de la transition écologique. Mais être entend aussi favoriser la diversité des profils, et donc il y a aussi des personnes qui sont en réflexion ou en reconversion professionnelle, et il y a aussi des primo-arrivants. Génial. Ça dure combien de temps alors l'accompagnement dans ces écoles ? Alors ça peut durer à peu près une semaine à un an, en fonction du profil, en fonction de la formation. L'idée en tout cas, c'est vraiment de faire. C'est le credo et le maître mot du fondateur de ce réseau d'écoles, Frédéric Matisse, qui affirme vraiment que cette formation est basée sur l'apprentissage des métiers manuels pour redonner confiance aux jeunes défavorisés. Première de ces écoles, elle était dans le sud-ouest, c'est ça ? Oui, c'est Frédéric Matisse qui l'a créée à l'âge en Haute-Garonne. Donc c'est vraiment la première école et la tête de pont du réseau. Et il explique que parfois certains jeunes font 2 heures de route pour venir à l'école, mais qui sont vraiment très motivés, qui a beaucoup d'énergie et de volonté à travailler. Comment il a découvert ces pédagogies alternatives, Frédéric Matisse ? Alors c'est intéressant, il a un parcours lui-même un peu particulier. Il a fait sa scolarité dans une école de Crolly, dont on a évidemment parlé dans cette chronique. C'est une pédagogie active, comme Freinet ou Montessori, qui est moins connue que ces deux-là, mais qui donne une place particulière à la nature et à l'usage de ses mains pour créer. Donc ça vient pas de nulle part. Et après avoir déménagé de la ville à la campagne et avoir travaillé dans différentes associations, Frédéric Matisse a décidé de créer une association qui s'appelle 3PA en 2004, et puis la première école, donc être, en 2017 en Haute-Garonne. Première école, aujourd'hui, on en a dans toute la France quasiment. Il y en a dans toute la France, dans l'Allier, à Nantes, dans les Deux-Sèvres, en Occitanie, donc à la ville comme à la campagne. Et d'autres continuent d'ouvrir. Le réseau souhaite atteindre 60 établissements dans 4 ans, en 2027. Et il y a une équipe dédiée qui anime le réseau, qui permet aussi aux gens d'accompagner à la création d'écoles. Et en fait, ces écoles mutualisent leurs outils entre elles, elles partagent leurs expériences. Donc si je veux ouvrir une école être demain, à 3 conditions, je peux. Vous pouvez à 3 conditions. La première, c'est l'apprentissage par le faire, très important. Les chantiers collectifs, la rencontre avec des professionnels toujours, et l'accompagnement personnalisé de chaque apprenant. Et évidemment, on en a parlé, c'est les écoles pour la transition écologique, donc c'est vert. Sinon, ça ne marche pas. Mais parce qu'au-delà d'être formés aux métiers verts ou verdissants, les jeunes sont sensibilisés à la transition écologique ? Chaque école, en fait, incarne vraiment la transition. Par exemple, l'école de l'âge en Haute-Garonne forme des apprentis au mobilier de réemploi, à l'éco-construction. Mais donc ça, c'est la partie formation, mais c'est pas tout. Par exemple, ils évoluent dans un cadre rural, donc en pleine nature.
Et ils mangent à une cantine qui s'appelle Croque le midi, qui récupère les invendus des magasins bio environnants et qui offre une cuisine 100% végétarienne. D'accord, c'est le concept, c'est voilà, un concept 360 degrés, quoi. Il y en a de partout. Tout à fait. Et soit 87% de ces jeunes dans les écoles êtres retrouvent un emploi, un stage ou une formation après y être passé, donc c'est quand même très intéressant. Eh bien, c'est pas mal. Hein. Merci beaucoup. Vous connaissiez ce réseau ? Pas du tout. Voilà, super réseau. Merci beaucoup, chère Marie. Monique Touzin, merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, orthophoniste, sans idée pour venir en aide aux élèves dysorthographiques. C'est aux éditions Tom Pouce. Et s'il y a un petit plus ici, c'est qu'il y en a plus de 100. Il y en a, je pense, 110, si mes souvenirs sont bons. Et pourquoi ? Parce que c'est une deuxième édition revue et augmentée. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui, avec au son Thibaut Goury-Lafont et à la réalisation Angèle Jean-Girard. Vous restez sur Soul TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.